Et si l'avenir de notre comté dépendait de l'épanouissement et de l'enracinement de notre jeunesse? Et il y a un adage qui dit: dis-moi quelle jeunesse tu as, et je te dirai quel peuple tu seras. Et cette assertion semble bien être comprise par la Fondation Santé pour Neuf. Cet organisme communautaire vient de lancer le projet Le Dôme Hébergement Jeunesse pour Neuf, destiné à accueillir temporairement les jeunes âgés de 12 à 17 ans et vivant des difficultés familiales. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Mathieu Plante. Bienvenue, Monsieur Plante. Merci beaucoup. Ça fait plaisir de vous recevoir ici. Monsieur Plante, vous êtes le directeur général de la Fondation Santé pour Neuf. Oui, exactement. Voilà. Alors, pourquoi la région de Portneuf a-t-elle besoin d'une ressource comme le Dôme Hébergement Jeunesse Portneuf? Bien, la première raison, c'est parce qu'il n'y en a pas sur le territoire. Puis ça vient vraiment d'une analyse du milieu par les intervenants pendant un an, un recensement des cas qui ont été envoyés soit dans une famille d'accueil, soit dans un hébergement jeunesse dans la région de Québec. Donc, on a recensé 89 jeunes qui ont eu besoin dans la dernière année de cette pause-là, de ce répit-là temporaire dans un hébergement jeunesse. Mais ça amène beaucoup de complexité lorsqu'ils doivent aller vers Québec, entre autres, au niveau du suivi scolaire, de leurs liens d'amitié, la distance avec la famille, etc. Donc, c'est pour ça qu'on a vraiment besoin d'une ressource dans la région de Portneuf. D'accord. Et quel service offrez-vous aux jeunes au niveau du Dôme? Bien, en fait, l'organisme Le Dôme, qui est un organisme complètement à part de la Fondation, va offrir un hébergement temporaire. Quand on parle de temporaire, ce qu'on m'a expliqué, c'est environ une moyenne de 6 semaines où le jeune va pouvoir sortir de son milieu familial, faire un plan d'action avec les intervenants sur place, avec sa famille aussi, possiblement avec l'école, avec différents facettes de sa vie autour de lui pour régler certaines problématiques ou travailler certains aspects de sa vie pour le ramener dans son milieu familial puis continuer à s'épanouir puis à grandir à travers tout ça. D'accord. Et comment le projet Le Dôme Hébergement pour Neuf vraiment permettra aux adolescents âgés de 12 à 17 ans d'être ancrés et de demeurer dans la région de Portneuf et même de pouvoir poursuivre leur parcours scolaire? Bien, une chose qui est super importante, c'est que le choix de mettre l'hébergement jeunesse à Saint-Raymond, c'est un choix qui est logique parce que Saint-Raymond est une superbe ville pour accueillir ça, mais aussi c'est l'endroit où le transport scolaire était le plus facilitant vers les 3 écoles secondaires de la région. Donc, un jeune qui va à Saint-Marc-des-Carrières ou à Donnacona, même s'il vient au Dôme à Saint-Raymond, va continuer à aller dans son milieu scolaire à Donnacona ou à Saint-Marc. Donc ça, c'est un choix qui est logique. Donc ça permet une continuité au niveau des études parce que d'arrêter les études pour une période de 6 semaines, ça peut être très néfaste là, pour la suite du parcours. Mais ça va permettre aux jeunes aussi de prendre une pause, de prendre un moment de recul, de faire une introspection avec des intervenants avec lui qui sont là 24 heures sur 24 pour l'aider à travailler certaines facettes puis s'assurer que la suite va être positive dans sa vie et que ça ne l'entraînera pas vers le bas. D'accord, parfait. Alors, combien coûte le projet Le Dôme? En fait, le Dôme, on peut parler de construction et les 3 premières années d'existence opérationnelle, excusez-moi. On parle d'un 2 millions de dollars au complet. Nous, la Fondation Santé Portneuf, ce qu'on s'est engagé, c'est de ramasser 1 million de dollars pour tout ce qui est opérationnel pour les 3 premières années. Puis on a la chance de travailler avec des partenaires dont la Fondation Famille Giguère qui ont participé au Grand Bal 2025. Puis ils ont dit, bien nous, on va prendre en charge la construction de cet hébergement-là. D'accord. Alors, comment la Fondation Santé pour Neuf compte vraiment ouvrir ou bien commencer à à accueillir les jeunes? Voilà, c'est dans combien de temps? En fait, si tout se passe bien, on prévoit une ouverture au printemps 2027. Donc, la Ville de Saint-Raymond a été très, très généreuse en offrant un terrain pour la construction. Donc, ça devrait commencer dans les prochaines semaines. Puis on a beaucoup d'entrepreneurs spécialisés qui veulent s'associer au projet, donner du temps par rapport à ça. Donc, il y a beaucoup de pro bono à travers tout ça. Donc, on se donne vraiment là 1 an pour la construction.
D'accord. Alors, vous aviez organisé un grand bal récemment, Oui, le 8 mai. oui. Voilà, un grand bal voilà, qui était vraiment un succès. Voilà. Et, quel a été l'objectif du grand bal? Ben, l'objectif, en fait, c'était de financer le fonds dédié Le Dôme. C'est sûr et certain que c'était une partie du montage financier. L'objectif du Grand Bal, c'est notre événement fort, c'est de faire connaître au niveau des entreprises, des entrepreneurs de la région, entre autres beaucoup. On avait un objectif financier pour cette édition-là qui était de recueillir 150 000 net. Puis c'est sûr qu'on l'a largement dépassé avec le montant de 335 000 net cette année. D'accord. Alors, à quoi serviront les sommes voilà, qui ont été récoltées lors de la soirée du grand bal? En fait, le 335 000 va entièrement au fonds dédié pour le Dôme. Donc, comme je l'ai dit tantôt, là, notre objectif d'atteindre 1 million de dollars pour financer les salaires, la nourriture, les intervenants, les activités, tout ce qui va meubler le quotidien aussi des jeunes pour les 3 prochaines années. C'est vraiment ça qu'on veut financer avec le fonds dédié Le Dôme à la Fondation. Donc, le 335 000 est entièrement dédié à ça. D'accord. Comment comptez-vous mobiliser les citoyens, les acteurs communautaires et même les partenaires régionaux autour du projet? En fait, on a déjà commencé avec quelques annonces et tout ça. Le fait de venir vous voir aujourd'hui, ben, c'est un élément aussi par rapport à ça. Ce qu'on veut, c'est vraiment démystifier qu'est-ce qu'un hébergement jeunesse, parce que c'est important de comprendre la différence entre un hébergement jeunesse et un centre jeunesse. Il y a des gens qui vont penser à un centre jeunesse comme il y a à Québec, où les jeunes sont souvent judiciarisés, ils viennent de la DPJ. C'est des cas un petit peu, des cas plus lourds qui pourraient avoir lieu. Nous, on est vraiment en amont de ça. Donc, c'est un hébergement volontaire quand il y a des situations familiales qui commencent à déraper un petit peu, qu'on a besoin d'un moment avant que ça devienne trop à ce niveau-là pour la famille, pour le jeune, pour les intervenants autour de ce jeune-là. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là qu'on va travailler au niveau du jeune en amont pour les aider à poursuivre dans la vie. D'accord. Quel rôle jouent les élus, les municipalités dans la concrétisation du dôme? Bien, le premier rôle, c'est vraiment un rôle d'ambassadeur, d'appuyer l'organisme Le Dôme, d'appuyer nos démarches de financement par rapport à ça. Puis ça, on a une communauté au niveau de la MRC, au niveau des villes, des municipalités, tout ça, tout le monde est avec nous à travers tout ça. La preuve, la ville de Saint-Raymond avec le don d'un terrain assez rapidement, parce qu'il faut penser que ça fait, nous, la Fondation, ça fait 1 an qu'on est au courant du projet. Donc, c'est très rapide comme planification puis comme scénario pour mettre en place un hébergement de ce type-là. Puis, il faut vraiment donner tout le crédit à l'organisme Le Dôme, les intervenants qui sont là depuis le début, le conseil d'administration de cet organisme-là qui est extrêmement mobilisé et passionné par rapport à la jeunesse de Portneuf, puis qui font un travail extraordinaire. Fait que c'est pour ça que c'est une joie de pouvoir les appuyer à travers tout ça. D'accord. Alors, où en est actuellement le projet dans son échéancier de réalisation? En fait, dans les prochaines semaines, il va y avoir le début de la construction qui va commencer, comme je l'ai dit tantôt. Nous, on est extrêmement contents. Là. On est rendu à presque 950 000 sur le 1 million d'amassés. On a des partenaires qui sont encore en train de se mobiliser, des partenaires aussi qui vont donner du temps à la construction, comme je l'ai dit tout à l'heure. Fait que vraiment, là, cet été, à l'automne et l'hiver, c'est vraiment la construction. Parallèlement à ça, le conseil d'administration de l'organisme Le Dôme va commencer à planifier l'embauche d'une direction générale, puis tranquillement planifier l'embauche des intervenants pour s'assurer que lorsque l'hébergement va être construit, on puisse rapidement l'opérer pour aider des jeunes le plus rapidement possible. D'accord. Quelle est la capacité d'accueil du dôme? En fait, on a 6 chambres régulières et une chambre d'urgence. Quand on pense que c'est temporaire, là, donc il y a un roulement à travers tout ça. Il y a peut-être des gens qui vont se dire bien, pourquoi juste 6 chambres si on parlait de 89 jeunes à ce niveau-là? C'est vraiment une question de ratio au niveau des intervenants. En ayant plus que 6 jeunes à la fois dans l'hébergement, il fallait doubler le nombre d'intervenants, puis vous comprendrez que la masse salariale est une dépense assez importante du montage financier. Donc, on a commencé avec cette optique-là, mais faites-vous-en pas, tout est pensé pour une phase 2 si des fois on a des besoins qui augmentent avec le temps. D'accord. Bon, l'hébergement est temporaire. Oui. Voilà, du coup, ça prend combien de temps?
C'est très variable. C'est très variable. La moyenne qu'on m'a expliquée, parce que je ne suis pas un expert, je ne suis pas un intervenant, je ne suis pas sur le terrain, ils m'ont parlé d'environ 6 semaines. Mais vous savez, dans certains cas, il y a un plan de match avec le jeune, avec la famille, qui va être la semaine, il est en hébergement jeunesse, la fin de semaine, il retourne chez eux. Des fois, il y en a qui vont faire 2 semaines, retourner à la maison, revenir faire un séjour. Donc, c'est vraiment très personnalisé comme suivi. Mais on peut se garder en tête qu'en moyenne, un séjour à l'hébergement jeunesse va durer à peu près 6 semaines. D'accord. Alors, M. Plante, à quel moment espérez-vous accueillir les premiers jeunes dans le Dôme? On ne veut pas s'avancer trop parce qu'il y a certaines choses qui ne sont pas encore mises en place au niveau de la construction, puis on est en train de ficeler ça avec les partenaires. Mais on aimerait beaucoup, fin du printemps 2027, début d'été, de pouvoir officiellement ouvrir le Dôme et accueillir les premiers jeunes. D'accord. Alors maintenant, quels seront les prochains défis ou étapes à franchir pour mener à bien le projet? En fait, il faut terminer d'amasser les sommes, d'amasser l'argent, sécuriser le montage financier à ce niveau-là. Bien sûr, la Fondation Famille Giguère travaille très fort au niveau de la construction, mobiliser les entrepreneurs, faire une cédule de construction à travers tout ça. Je vous dirais qu'on est vraiment dans le concret, on est vraiment on est terrain, on n'est plus en planification, on est vraiment en construction, en consolidation du plan de match. Donc, on est vraiment dans cette optique-là pour les prochaines semaines. D'accord. On sait qu'actuellement, on vit une situation économique un peu particulière. Et supposons aussi la somme fixée n'est pas atteinte. Que comptez-vous faire? Quelle démarche prévoyez-vous mener pour vraiment atteindre vos objectifs financiers? Bien, écoutez, on a officiellement 950 000 sur 1 million. Officieusement, il y a des discussions. On est très confiant qu'on va atteindre la somme dans les prochaines semaines, prochains mois. On a des partenaires qui vont être mobilisés. On reçoit des dons de la population. Puis je tiens à remercier la population de Portneuf, puis même plus large que ça, même de la capitale nationale qui nous appuie à travers ça. Donc, on ne ressent pas. Puis ça, c'est vraiment génial au niveau de nous. On ne ressent pas cette crise économique-là potentielle présentement. Les gens embarquent dans le projet. Donc, on est très confiant qu'on va réussir à le faire. Donc, on n'a pas de plan B. Il faut réussir, puis on est vraiment en bonne voie de le faire. D'accord. Alors, M. Plante, notre entrevue tire à sa fin. Alors, quel message souhaitez-vous adresser aux citoyens et aux donateurs qui ont contribué au succès du Grand Bal? Bien, merci. Je pense qu'on ne le dira jamais assez. C'est merci. C'est au-delà de nos espérances. On souhaite que les donateurs, que les partenaires qui sont venus au Grand Bal aient apprécié leur soirée, que ça les ait conscientisés aussi sur le projet. J'invite d'ailleurs la population à aller visiter notre site Internet où il y a plus d'informations sur le projet. Il y a un site même Internet dédié pour le projet du Dôme. Donc, allez vous informer pour bien comprendre ça. Puis on ne le dira jamais assez, merci de nous faire confiance. C'est un honneur de travailler pour la population de Portneuf. Puis dans ce cas précis-là, pour la jeunesse de Portneuf. D'accord. Mathieu Plante, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la Fondation Santé Portneuf. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons parler d'une maladie très méconnue au Canada, la dysphagie, qui est une maladie qui atteint beaucoup de personnes, mais qu'on ignore dans la société. Et cette maladie provoque des problèmes de déglution, c'est-à-dire des problèmes pour avaler des aliments. Et récemment, le Canada a officiellement placé le mois de juin comme le mois de la sensibilisation à la dysphagie. Alors, pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Madame Chantal Briand. Bienvenue, Madame Briand. Merci. Merci de me recevoir. Ça fait plaisir. Alors, Madame Briand, vous êtes la porte-parole de l'association Dysphagie Canada. C'est ça, une des porte-paroles. Oui. Parfait. Pour la région d'ici, disons. Parfait. Alors, nous allons parler de cette maladie, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos. Qu'est-ce que la dysphagie?
Et pourquoi est-il important aujourd'hui d'en parler? Bien, la dysphagie, vous l'avez bien dit, c'est une difficulté à avaler ou à déglutir, dépendamment où se situe l'enjeu. Pour la plupart des gens, c'est un symptôme. Souvent, il y a une autre cause sous-jacente à la dysphagie. Donc, ça peut originer de différents troubles, des troubles neurologiques, par exemple, des troubles musculaires, des conséquences de traitement que les gens peuvent avoir reçus, des obstructions, le vieillissement en tant que tel aussi. Donc, c'est un symptôme de diverses maladies, mais qui peut avoir un impact très important dans la vie des gens. Pourquoi on en parle si peu? Peut-être qu'on calculait ça auparavant comme étant un peu un phénomène normal. On vieillit, on a un petit peu plus de difficultés ici et là. Mais en fait, on se rend compte que c'est pas juste les personnes non plus âgées qui ont des enjeux de dysphagie. Il y a des enfants qui ont de la dysphagie à cause de différentes maladies aussi. Quiconque a différents traitements dont on pourra peut-être reparler ou d'autres conditions de santé peut avoir de la dysphagie qui peut créer des impacts psychologiques et sociaux importants. D'accord. Pourquoi cette maladie reste méconnue par le grand public, malgré le fait qu'elle atteint beaucoup de personnes? Mais je crois que c'est parce que les gens qui en sont atteints, majoritairement, sont quand même des personnes âgées et qui ont un certain retrait social, les personnes âgées, malheureusement. Donc, pour toutes sortes de raisons, vont moins au restaurant, sortent moins, sont dans des établissements et on en entend seulement parler lorsqu'on visite ces établissements-là. Par contre, comme il y a des gens aussi dans la population plus active qui sont atteints de ce symptôme-là, qui est quand même la dysphagie, ça a un impact important et on se rend compte de plus en plus à quel point ça peut isoler les gens. Si on a de la difficulté à avaler, si ça nous prend du temps à manger, on a l'impression d'être un peu un poids, donc on se retire un peu, on va moins manger avec sa famille, on va moins au restaurant. Donc, dans la population active, on est moins en contact avec des gens dysphagiques et j'imagine que c'est pour ça qu'on n'en parle pas tant que ça, mais c'est un des objectifs, c'est de remédier à ça justement avec des initiatives comme Dysphagie Canada, cette organisation-là, et aussi le mois de la sensibilisation à la dysphagie qui est le mois actuel, le mois de juin. D'accord. Et quels sont les signes vraiment qui devraient alerter les personnes touchées et leurs proches? Oui, ça, c'est important d'en parler parce qu'il y a des gens qui sont peut-être dysphagiques et qui ne le savent pas. Donc, par exemple, si ça prend énormément de temps à manger, on doit mastiquer vraiment beaucoup. Les gens qui se fatiguent en mangeant, qui ressentent vraiment une fatigue à la fin des repas, qui s'étouffent fréquemment, qui ont une voix un peu modifiée, s'ils boivent des liquides, s'ils mangent. C'est tous des signes assez francs de ça. Il y a aussi indirectement quelquefois des pertes de poids, des gens qui ont beaucoup de déshydratation, de la dénutrition. Et il y a le retrait social, un petit peu la peur de manger qui s'installe aussi quelquefois. D'accord. Et quelles sont les conséquences de la dysphagie sur la santé physique des personnes atteintes? Oui. La dysphagie, comme c'est une difficulté à avaler, comme ça augmente le temps pour manger, etc., des fois, il faut avoir une ambiance, on pourra en reparler, là, très particulière aussi pour pouvoir manger. Ça fait que quelquefois, ces étapes-là sont un peu escamotées, donc les gens mangent quand même assez rapidement et c'est là que va s'installer une certaine dénutrition avec une perte de poids. On n'arrive pas à prendre les aliments nécessaires pour subvenir aux besoins de base. Donc, il peut y avoir la dénutrition. Chez les personnes plus âgées, dans les établissements, par exemple, on va observer aussi de la déshydratation même, des gens qui ne sont pas capables de s'hydrater suffisamment parce qu'ils ont même des difficultés à avaler des liquides. Aussi, bien, il peut y avoir des étouffements. Et ces périodes d'étouffement-là peuvent avoir des conséquences, par exemple, de faire des pneumonies à répétition. Et des pneumonies, surtout chez des personnes âgées, ça peut avoir aussi des conséquences assez graves, hein, même le décès. Et l'autre conséquence dont on ne parle pas tant que ça, c'est l'isolement.
Les personnes qui vont vivre avec ces enjeux-là, bien, quelquefois vont se dire « Ah, bien, j'irai pas manger à ce repas de famille-là, tout le monde mange de la viande sur le barbecue, par exemple, mais moi, je peux pas manger ça. Donc là, je vais être obligée d'apporter mon repas, là, ça va avoir l'air de quoi? » Donc, il y a une espèce de stigmatisation que les gens peuvent ressentir qui s'installe, d'être différent ou de ne pas pouvoir participer aussi bien, et il y a une espèce d'isolement et de retrait qui s'installe. D'accord. Donc, au-delà de l'aspect médical et sanitaire, il y a aussi des problèmes liés à la vie sociale et également liés aussi à la psychologie, voilà, que cette maladie voilà, pourrait entraîner chez les personnes atteintes par la dysphagie. Alors, du coup, quelles sont les personnes qui sont le plus à risque pour atteindre cette maladie? Bien, c'est ça, on parle qu'il y a plusieurs conditions qui peuvent faire qu'il y a une dysphagie qui s'installe chez certaines personnes, comme par exemple des troubles neurologiques. Si quelqu'un fait un AVC, par exemple, ou un trauma crânien, bien, par la suite, quelquefois, ils peuvent avoir de la dysphagie, des fois temporaire, mais d'autres fois permanente aussi par la suite. Ça, c'est des exemples. Il peut y avoir aussi des troubles vraiment des muscles, donc les muscles qui font la déglutition et qui font la mastication sont atteints par différentes maladies, des dystrophies musculaires par exemple, ou d'autres maladies comme ça. Il peut y avoir des défauts vraiment obstructifs, c'est-à-dire des rétrécissements de l'œsophage ou des masses dans le tube digestif ou dans la partie plus pharynx ou larynx qui peuvent atteindre aussi la déglutition. Mais il peut y avoir aussi des conséquences de traitement. Des personnes qui ont eu des cancers dans la sphère tête et cou et qui ont eu de la radiothérapie, par exemple, ou des chirurgies, qui peuvent faire qu'après, les muscles sont fibrosés ou ont de la difficulté à faire leur action et ça peut entraîner une dysphagie. Il y a aussi le vieillissement, tout simplement, sans maladie précise, mais juste le fait d'être d'avoir une musculature qui est moins vigoureuse peut faire qu'on développe de la dysphagie. Donc, la dysphagie peut faire qu'on développe de la dénutrition, mais la dénutrition peut faire aussi qu'on développe de la dysphagie. Donc, on est dans une espèce de cercle vicieux pour les personnes âgées. Souvent, c'est des personnes qu'on va retrouver en CHSLD ou en résidence, par exemple. Donc, c'est très fréquent, la dysphagie, dans ces établissements de santé-là, où il y a même des conditions chez des enfants très jeunes qui peuvent avoir de la dysphagie pour tout le reste de leur vie. Et les parents doivent être extrêmement vigilants là, pour s'assurer qu'ils ne développent pas de complications, comme on a parlé tout à l'heure, s'étouffer, des pneumonies, etc. Donc, ça touche quand même un éventail de personnes. Il y a aussi même des maladies inflammatoires. On peut vivre temporairement de la dysphagie, qui n'a pas eu un rhume, puis une douleur à la gorge. On a temporairement des fois de la dysphagie en « Ah, j'ai de la misère à avaler, je dois manger plus de liquide ». Bien, les gens qui ont de la dysphagie, c'est ce qu'ils vivent à tous les jours, donc à tous les repas. D'accord. Quelles sont les idées reçues ou bien les fausses idées voilà, au sujet de cette maladie-là? Bien, peut-être la première, c'est un peu ce qu'on a dit depuis le début, c'est juste des personnes âgées qui ont de la dysphagie. C'est juste en CHSLD ou en résidence. Puis même si c'était juste ça, ça serait déjà très grave. Mais ce n'est pas juste ça. Il y a des enfants, justement, il y a des gens après des traitements ou peu importe la cause. L'autre chose, ce serait peut-être que ce soit si peu connu, justement. Donc, sans avoir nécessairement un mythe, on ne le connaît pas. Donc, quand on mentionne ça, souvent les gens vont nous regarder dysphagique, c'est quoi? Puis on est obligé d'expliquer, même dans des restaurants, par exemple. Moi, ça m'est arrivé d'aller dans un restaurant et demander, bien, ce repas-là ici, c'est apprêté comment? Est-ce que c'est relativement mou? Est-ce qu'il y a des morceaux? La personne me regarde comme si j'étais une extraterrestre. Gentille, mais quand même, pourquoi vous demandez ça? Bien, j'ai de la dysphagie de la quoi? Puis là, on commence. Donc, même dans les restaurants, on n'est vraiment pas habitué de se faire poser cette question-là.
alors qu'on est habitué maintenant avec toutes sortes de restrictions, que ce soit le gluten, le lactose, toutes sortes d'autres conditions où on est habitué, mais la dysphagie, on ne l'est pas encore. Donc, d'où l'intérêt aussi, encore une fois, de sensibiliser les gens. Quel autre mythe il pourrait y avoir? C'est peut-être de croire que ce n'est pas fréquent aussi. Environ 7 à 10 de la population au Québec, au Canada, est atteinte de dysphagie. Peut-être plus fréquent dans certaines régions où il y a plus de dystrophie musculaire, par exemple, ou d'autres conditions de santé. Puis dans certains milieux de vie, comme on l'a dit, c'est beaucoup plus fréquent aussi les patients hospitalisés, les résidences pour personnes âgées ou les CHSLD. D'accord. Comme vous l'avez dit, vous êtes aussi atteinte par la dysphagie. Bon, on va y revenir voilà, tout à l'heure. Du coup, moi, la question que j'aimerais vous poser, c'est quel diagnostic doit-on utiliser pour détecter cette maladie et quel professionnel de santé voilà, spécifique est en mesure de la traiter? Bien, souvent, la porte d'entrée au Québec va être soit d'aller dans un CLSC ou d'aller voir son médecin de famille si on ressent certains symptômes comme ça ou son infirmière spécialisée. Mais il reste que les équipes interdisciplinaires qui vont s'occuper de ça, à la base, c'est surtout les nutritionnistes et les orthophonistes. Ils vont se greffer des ergothérapeutes aussi, des infirmières plus spécialisées dans le problème, parce que l'évaluation va se faire avec le questionnaire, mais va aussi se faire en regardant la personne manger, tout simplement, au début. Et quelquefois, il va y avoir d'autres tests plus poussés qui peuvent être faits, comme évaluer vraiment en direct avec des radiographies en fluoroscopie, par exemple, pour aller voir comment la nourriture se déplace de la bouche jusqu'à l'estomac. Et ça peut être très, très aidant à savoir comment aider cette personne-là à soit stabiliser sa condition ou quelquefois peut-être même à l'améliorer ou à le traiter. Parce qu'il y a des conditions, comme on a dit tout à l'heure, qui sont plus temporaires. Si on note dans l'évaluation une obstruction quelconque, bien, il y a des cas où on peut, par exemple, enrayer l'obstruction et la dysphagie est terminée. Mais la plupart des cas de dysphagie vont être des cas assez chroniques et long terme et plutôt, malheureusement, progressifs. Donc, si on peut réussir à stabiliser ou à avoir le moins de complications possible, ça va être surtout ça le but des traitements. D'accord. Parfait. Donc, il existe des traitements et des stratégies spécifiques pour vraiment améliorer la qualité de vie des personnes atteintes. Oui. Alors, quel rôle les proches aidants? Voilà, ça aussi, c'est un élément important. Voilà, quel rôle les personnes et les proches aidants devraient jouer dans l'accompagnement des personnes atteintes par la maladie? Oui, c'est une bonne question parce que, comme on a dit, c'est très, très peu connu, la dysphagie. Et certains proches aidants vont quand même être plus sensibilisés puisqu'ils ont une personne de leur entourage qui est aux prises avec ces enjeux-là. Donc, ça serait de repérer les signes dont on a parlé tout à l'heure avec quelqu'un, par exemple, qui n'aurait pas de diagnostic encore de dysphagie ou qui n'aurait pas eu d'évaluation de la dysphagie. Donc, ça serait de repérer ces signes. Il y aurait aussi de l'inciter à consulter pour prévenir les complications et les conséquences, comme on en a parlé tout à l'heure, et de l'accompagner en étant, je dirais, patient. Parce que ça va demander beaucoup de patience des gens alentour d'une personne dysphagique parce que souvent, on est pressé. Hein? On mange rapidement dans notre société, on n'a pas le temps, on prend 10 minutes, on mange sur le coin. Mais les personnes dysphagiques ne peuvent pas manger comme ça, c'est impossible. Donc, ce n'est pas aidant de se faire dire, bien, écoute, dépêche-toi, tu sais, tout ça. Non, il faut prévoir le temps. Et si on n'a pas le temps, bien, il faut prévoir, désolée, une alternative
pour pouvoir alimenter cette personne-là, donc un liquide quelconque ou un liquide épaissi, ou on pourra parler peut-être des différentes solutions qu'il y a pour les personnes, mais ce serait d'être bien informé et bien au courant et de bien comprendre la situation. Et d'ailleurs, pour le mois de la sensibilisation, sur le site de Dysphagie Canada, on propose un quiz, donc les gens peuvent voir tester leurs connaissances par rapport à la dysphagie, 12 questions. Il y a les réponses aussi par après. Il y a aussi un défi purée qui est le 5 juin. On encourage les gens à vivre comme une personne qui aurait un problème de dysphagie pour un 24 heures. Donc, mastiquer, prendre le temps de manger, manger le même repas pour voir un peu la sensation. Qu'est-ce que ça fait d'avoir ces enjeux-là? Et même le 18 juin, une autre activité, c'est un repas silencieux. Parce que souvent, les gens qui ont encore une fois de la dysphagie doivent pas nécessairement manger en silence pour tous, mais c'est difficile pour eux de parler en mangeant. Donc, c'est juste d'essayer de voir qu'est-ce que ça peut représenter, par exemple, de changer ses façons de faire lorsqu'on mange. Donc, de mastiquer une vingtaine de fois, d'avaler plusieurs fois, de prendre des liquides, de prendre la nourriture adaptée et aussi d'adopter les bonnes postures. Il faut être souvent plus assis assez droit, la tête dans une certaine position, etc. C'est tout ça que les ergothérapeutes, orthophonistes et nutritionnistes vont conseiller aussi. Vous-même, vous vivez cette expérience, voilà, vous vivez avec la maladie. Et, voilà, comment voilà, ça vous fait, comment vous vous sentez au quotidien? Oui, bien, moi, j'ai la chance quand même, je trouve, d'avoir la dysphagie qui est, oui, elle est progressive, mais sur plusieurs années. Ça fait 21 ans que j'ai de la dysphagie. Donc, ça a commencé très jeune pour moi, puis c'était suite à des traitements, justement, pour un cancer. Donc, au début, on s'habitue. Dans mon cas, il y a aussi de la sécheresse de la bouche et de la dysphagie. Puis c'est deux conditions qui multiplient un peu les enjeux à avaler. Et je ne suis pas la seule dans cette sphère-là. Donc, il y a plusieurs personnes au Québec qui ont des traitements de cancer, d'oncologie, et qui, après, ont des séquelles. Et ces séquelles-là, comme pour la radiothérapie, par exemple, sur le coup, sont peut-être pas si sévères, mais au fil du temps, elles peuvent s'aggraver. Et c'est ce qui se passe pour moi. Donc, depuis 7 à 8 ans, disons, il y a une nette progression. Donc, j'ai dû passer de repas pratiquement normaux, mais en prenant plus de temps, en mastiquant davantage au début, à maintenant être presque à des purées seulement, malgré que je peux encore, moi, prendre certains aliments plus mous. Et je dois m'adapter. Donc, ça demande quand même de la résilience, je dirais, certains deuils aussi à faire d'un bon hamburger sur le barbecue, là, c'est plus possible, ça. Donc, il y a plein de choses comme ça. Donc, c'est de s'ajuster. Mais dans mon cas, pourquoi je dis que c'est une chance? Bien, j'ai pu m'adapter plus graduellement. Pour d'autres personnes, ça va être plus soudain. Le deuil est plus marqué sur le coup. Donc, moi, j'ai eu le temps de m'ajuster, puis c'est un ajustement graduel. Mais je souhaite que ça se stabilise, mais je ne le sais pas. Quelle va être l'évolution de ça? Est-ce que je vais être capable de continuer d'être aussi active? Parce que la fatigue est ce qui est le plus bizarre peut-être pour les autres personnes à comprendre alentour, c'est que manger, c'est fatigant. Donc, c'est un exercice physique pour une personne dysphagique. Après avoir mangé, on a l'impression d'avoir gaspillé toutes les calories qu'on venait d'ingérer. Donc, il faut en prendre davantage et il faut prendre des calories, je dirais, plus faciles à absorber, donc plus liquides. Comme par exemple, c'est rare les personnes dysphagiques qui ne prendront pas de suppléments. Donc, moi, c'est mon cas. J'ai inclus maintenant des suppléments. Mais je me compte encore très chanceux. Je peux encore aller au restaurant, etc. Mais le mois de la sensibilisation, pour moi, c'est un mois aussi où si on peut gagner à être davantage connu par les restaurateurs aussi pour qu'ils incluent
toujours un choix peut-être qu'on peut prendre quand on a ces enjeux-là. Ou sinon, d'être assez flexible, d'accommoder un peu, par exemple, le repas et de dire, ben je vais enlever la viande, par exemple, mais je vais vous mettre davantage telle autre chose. Donc, d'avoir une certaine flexibilité. Souvent, c'est dans le repas principal que ça se corse au restaurant, par exemple. L'entrée, souvent, on est capable de jouer là-dessus, mais j'ai la chance de pouvoir aller au restaurant. Mais même chez soi, il faut adapter beaucoup. On doit, si on veut recevoir les gens, par exemple, on doit concocter un repas normal et nous avoir sa version à côté. Donc pour moi, c'est surtout ça actuellement. Mais, Madame Briand, l'entrevue est arrivée à son terme. C'est quoi votre mot de la fin? Ben, merci pour donner une visibilité à cette cause, parce qu'il y en a beaucoup dans la société, des causes. Et merci à tous ceux qui pourront regarder votre émission, d'en apprendre davantage, d'être curieux par rapport à ça et de faire un petit geste envers une personne dysphagique dans le prochain mois. Parfait. En tout cas, c'était un plaisir. Bon, je rappelle que j'étais avec Madame Chantal Briand. Elle est la porte-parole de l'association Dysphagie Canada. En tout cas, c'était un plaisir. Voilà, et à la semaine prochaine. Merci. Merci.